Bonjour à tous, les secondes 2 et les secondes 8. Donc nous allons entreprendre la séance numéro 8. Pour cela, assurez-vous que vous avez le cours ici projeté. Juste histoire que vous compreniez l'objectif et que vous réemployiez ce que vous avez appris du blason sur un modèle opposé, c'est-à-dire le contre-blason. Voilà pourquoi la séance 8 s'intitule À l'opposé du blason, le contre-blason. Saurez-vous mettre à profit vos connaissances sur ce genre poétique pour aborder un contre-blason? Quelques remarques avant de commencer pour que vous puissiez comprendre la structure du cours. Tout d'abord, je vais faire appel à vos connaissances, histoire de vous rappeler ce qu'est un blason. Donc, je vais vous demander d'abord de réfléchir et ensuite j'apporterai des éléments de compréhension de base puis supplémentaires. Puis après, dans un deuxième temps, on basculera donc sur le 2 ici, vous voyez. Donc vous allez avoir un travail sur un contre-blason, hein, le blason du lait éteint, évidemment. Ça, c'était attendu. Là, à nouveau, vous serez en activité individuelle et tout de suite après, vous aurez une réponse de ma part. Sachant que je me confronte au même exercice que vous, mais en 5 minutes. Et à la toute fin, donc à la fin de la séance, hein, on fera un exercice de synthèse où on reviendra justement sur la définition du blason lui-même en ajoutant ce que c'est qu'un contre-blason et ça en mettant une légende supplémentaire que le blason en rouge au milieu de la page. Voilà pour les objectifs. Vous aurez ensuite une deuxième capsule qui suivra, qui me permettra de vous présenter le travail à venir à mener sur le reste de la semaine, qui est un travail d'approfondissement, de lecture, tout en autonomie. Tout ceci me permettra de corriger vos travaux pendant cette semaine, puisque j'ai déjà commencé à le faire. Ça va me prendre un certain temps. Si bien que la semaine prochaine, lundi, vous aurez tous une capsule dans laquelle je reviendrai sur la méthode en affichant quelques-uns de vos travaux. Puis ensuite, la semaine prochaine, nous basculerons sur incendie, sans doute mardi et jeudi. Alors mardi pour les secondes 8, jeudi pour les secondes 2. Voilà pour le programme à venir. C'est parti pour la séance 8 donc. Donc nous entrons dans le 1, où je vais vous demander de remobiliser vos connaissances sur le blason. D'abord, je vous explique les questions que je voudrais que vous posiez. Et ensuite, je vais vous demander d'arrêter la capsule pendant 5 minutes pour mobiliser toutes vos connaissances autour de cette caractéristique que j'ai fabriquée. Donc d'abord, j'aimerais que vous vous posiez la question des origines du blason et particulièrement l'époque à laquelle le blason est né et surtout à laquelle le blason s'est répandu. D'accord ? Ensuite, assez logiquement, hein, cette expansion du blason est liée à une activité mondaine, si vous vous en souvenez, laquelle ? Après, j'aimerais que vous vous concentriez sur ce que c'est que le blason. Donc le blason, c'est une forme poétique à contrainte. Qu'est-ce que c'est qu'un blason du point de vue poétique, hein ? Il faut donner des caractéristiques strictes. Donc, dans la foulée, vous vous posez la question des objectifs de blason. Quand un auteur écrit un blason, quel objectif il veut atteindre, notamment la notion de registre, si vous le pouvez. Et puis après, j'aimerais que vous fassiez ceci, j'aimerais que vous me dites quels sont les termes le plus souvent abordés dans le blason. Et pour faire à la fois atteindre ces objectifs-là et traiter ces thèmes-ci, les auteurs font appel à des outils littéraires, très souvent mobilisés dans le blason. Lesquels sont-ils ? D'accord ? Autrement dit, quels sont les outils que vous avez le plus mobilisés dans vos commentaires ? Voilà. Alors, je vous demande d'arrêter la capsule et de réfléchir et de commencer à annoter votre feuille, que ce soit au stylo ou au crayon à papier. Souvent, ce que vous écrivez sur vos feuilles, c'est juste, et moi je ne fais juste qu'ajouter des éléments supplémentaires ou alors les dire un petit peu différemment. Donc n'effacez pas après, évidemment. Allez, je vous laisse vous arrêter 5 minutes la capsule pour réfléchir. Donc voilà, je vous propose ma version. Alors peut-être que je rajoute des éléments par rapport à vous, donc pensez à les noter. Peut-être que ce ne sera pas dans le même ordre que vous, donc vous pouvez arrêter la capsule, revenir à ce que je viens de dire pour que vous puissiez noter tout ce qu'il vous faut. Donc, dans un premier temps, au niveau des époques, on sait que le blason naît au Moyen-Âge, mais il se développe et est vraiment à la mode au XVIe siècle, c'est-à-dire pendant la Renaissance. Et évidemment, c'est un
c'est un genre poétique qui va parcourir tous les siècles. C'est la raison pour laquelle, en écrit d'appropriation, vous le verrez dans la prochaine capsule, je vous propose de faire ce travail de découverte du blason au travers des siècles. Ensuite, le blason n'est pas qu'une forme poétique qui reste comme ça inerte, hein. Si elle a si bien fonctionné, c'est qu'elle s'est développée au-delà des formes écrites, c'est-à-dire qu'on la mettait en valeur dans des moments mondains et particulièrement dans des salons. Donc, les salons, c'était des réunions d'intellectuels et de nobles, généralement qui se réunissaient dans les châteaux par le biais des dames, donc des femmes de la noblesse. Et donc du coup, il s'agissait dans ces salons de faire preuve d'esprit. Et souvent, le jeu littéraire ou le jeu d'esprit prenait place. Or, le blason était une très belle façon de faire des portraits de personnes qui étaient en présence et de les faire deviner en fonction de ce blason. Évidemment, assez logiquement, se sont ensuite construits les contreblasons qui sont le répondant parodique du blason. Mais ça, on y reviendra à la fin de cette séance-ci. Ensuite, si on veut caractériser le blason, on sait que le blason, c'est une forme poétique qui a quelques contraintes. Donc, le blason, d'abord, ça se trouve en poésie, et ensuite, les contraintes sont les suivantes. Il faut que cette forme soit versifiée, c'est-à-dire qu'on voit des vers apparaître, et généralement, c'est une forme courte. Alors, dans les deux blasons que je vous ai proposés, à savoir le beau tétin, puis celui que vous allez voir bientôt, le lait tétin, ce sont des blasons qui font une vingtaine de vers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, je vous ai coupé les textes, hein. Vous pouvez, si vous êtes curieux, aller voir la longueur de vos blasons, du moins ceux que je vous ai proposés, et vous vous en rendrez compte. De toute façon, vous vous en rendrez compte aussi dans la mesure où vous allez en découvrir une petite dizaine dans l'activité d'appropriation et d'approfondissement que vous allez devoir réaliser dans vos carnets. Très bientôt. Ensuite, dans les blasons, on aborde des thèmes bien précis. Souvent, il est question de la femme, donc d'une partie du corps, puisque de manière métonymique, une partie du corps représente la femme entière, hein. C'est pour ça que souvent dans vos commentaires, on a parlé de symbolisation de la femme à travers une partie du corps. Bien souvent, la femme est associée à la nature et donc la partie du corps en question est associée à des éléments naturels. Et évidemment, comme le but, on va le voir tout à l'heure, c'est d'en faire l'éloge, on parle de beauté et le poète exprime son désir. Donc, on en vient à l'objectif du blason. L'objectif d'un blason, c'est de faire l'éloge de la personne dont on parle. Et donc du coup, on a affaire à deux registres, j'ai oublié le S ici, désolé, deux registres en particulier, qui est le registre épidictique. Donc le registre épidictique, c'est celui qui est consacré à l'éloge, à la mise en valeur d'autrui. Et en corollaire, enfin ce sont deux registres qui sont proches l'un de l'autre. Vous avez le registre emphatique qui consiste à amplifier, alors de manière négative ou de manière positive, un sujet. Voilà. Pour atteindre ce registre et pour évoquer tous ces thèmes, bien souvent, les outils principaux qui sont utilisés, les outils littéraires, sont les suivants. Vous l'avez vu par vous-même, la comparaison, la métaphore, la personnification, qui permet justement de symboliser la partie du corps avec la femme en question, l'hyperbole, qui permet d'amplifier et donc du coup qui nous permet de travailler sur les registres à côté. Le présentatif, hein, c'est qui, donc qui met en avant le thème. Et puis dans le même style, hein, vous avez l'anaphore. Vous savez, quand on place un mot en début de vers de manière systématique pour qu'il y ait une forme de répétition. Évidemment, il y a tout un travail de caractérisation méliorative, donc positive, par le biais des expansions du nom. J'entends là les adjectifs, les groupes prépositionnels et les propositions subordonnées relatives qui commencent par qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, desquels, duquel, etc. Enfin, on va trouver le champ lexical des sens, puisque le but, c'est de faire de cette partie du corps une véritable expérience, comme certains d'entre vous l'ont très justement dit dans leurs commentaires. Voilà, on a fait le tour de ce que c'est qu'un blason. Et vous allez voir, vous allez devoir très vite utiliser ces connaissances-ci pour pouvoir explorer le contre-blason à venir.
Alors j'ai oublié de vous le préciser, hein, là on vient de faire le point ensemble sur la définition du blason. À la toute fin de la séance, c'est-à-dire quand on arrivera au 3, on fera le point avec une autre couleur, hein, pour écrire à côté ce que c'est qu'un contre-blason. Il y aura peu de choses à écrire, vous inquiétez pas, puisque globalement on utilise les mêmes outils et c'est de la même époque que le blason lui-même. Donc passons à la partie 2, hein, on va se confronter à un contre-blason. Pour cela, je vous demande de tourner votre page. Vous allez voir, je vais vous demander de faire une analyse littéraire en 10 minutes. Vous allez noter le maximum de choses possibles sur le poème, en essayant, s'il vous plaît, de ne pas tourner la page pour que vous mobilisiez tout seul vos connaissances sans avoir à vous les rappeler. Et puis dans 10 minutes, hein, vous devrez arrêter la capsule pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, vous réfléchissez, vous écrivez, vous travaillez le texte. Et à l'issue de ces 10 minutes, vous m'écoutez, puisque moi je vais faire le même exercice que vous, mais cette fois en 5 minutes. Puisque du coup, j'estime que je peux avoir une contrainte supplémentaire à la vôtre. C'est parti donc pour la suite. Voilà, donc vous allez tourner votre page logiquement et vous allez retrouver exactement la même disposition de cours qu'au tout début de la séquence, hein, souvenez-vous. Hein. Donc votre travail est le suivant, vous avez 10 minutes, donc vous arrêtez votre capsule pour faire des repérages intéressants, donc autrement dit des citations, hein. Analyser ces citations qui vous semblent intéressantes, qui vont vous guider vers une interprétation. Bien souvent l'interprétation mène à un argument et au mieux à un axe, d'accord? Donc pour l'instant, le but, c'est pas de refaire un plan, etc., etc. Le but, c'est de retravailler vos capacités d'analyse. Donc je vous demande d'arrêter la capsule, vous me faites le maximum de repérage, le maximum d'analyse, le maximum d'interprétation en 10 minutes. Allez, stop, on arrête la capsule. Et vous réfléchissez. Bon, j'espère que vous avez bien réfléchi. Voilà les différentes propositions que je vous fais. Tout d'abord, on a affaire à des anaphores dans ce texte. Sauf que là, l'intérêt de l'anaphore, c'est évidemment de mettre en avant le tétin, mais cette fois-ci, non pas de le mettre en valeur, mais de stigmatiser le tétin. Donc vous voyez qu'on récupère à nouveau, hein, les répétitions, hein, en début de vers, hein, puis même à l'intérieur parfois du vers. Et ce qui nous amènerait à présupposer qu'on stigmatise, hein, qu'on montre du doigt négativement, c'est qu'en plus le tétin est tutoyé, ce qui était improbable dans le blason du tétin. S'il y avait eu une remarque, sans doute, enfin un pronom, sans doute ce pronom aurait été le vouvoiement. Donc le tutoiement, ça montre clairement que on avilit, on rend plus négatif le tétin lui-même. En bleu, je vous ai repéré tout ce qui permettait de caractériser le tétin, puisqu'effectivement on retrouve une caractérisation précise, hein. On a bien une description avec des groupes prépositionnels, des subordonnées relatives, des adjectifs. Ça permet d'avoir une description extrêmement précise et sensorielle. On a à la fois comme je l'ai mis dans mes analyses, des éléments sur la couleur, la forme, la texture. Alors pour ce qui est de la couleur, vous voyez qu'on a grand, vilain, bout noir. Et puis pour la forme, on a flétri, pendant, qui nous donne une idée de la forme du sein qui s'oppose totalement à l'aspect rebondi, rond, qu'il y avait dans le blason. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et puis enfin, on a le mouvement, hein, puisqu'on sait qu'il brimballe à tout coup. Ça veut donc dire que le tétin, comme un gant de toilette, à chaque mouvement, bouge. Ce qui montre qu'il n'est pas du tout ferme et dur comme c'était le cas dans le blason précédent. Tout ça, ça exprime quelque chose de négatif, évidemment, hein, et du coup, ça nous amène vers la notion de dégoût dans le texte. Évidemment, il faut amplifier les expériences. C'est la raison pour laquelle, en noir, je vous ai entouré quelques hyperboles négatives qui pouvaient nous amener à dire que le tétin a été dénigré. Il est d'autant plus dénigré, ce tétin, qu'en plus, il est dénigré dans ses fonctions. Regardez par exemple ici, hein, on sait que le tétin rend
vilaine bourbe en lieu de lait. Autrement dit, le tétin n'a plus ses fonctions maternelles nourricières, qui est de donner du lait, mais ça rend de la boue. Donc ça veut dire que ça peut plus nourrir un être humain, évidemment. Et puis, autre élément, hein, on sait que il brimballe à tout coup, hein, qu'ici, hein, c'est écrit ici, donc à chaque fois qu'il bouge, ça va dans tous les sens. Et même quand il bouge pas, il est flagellant en fait, hein. Et donc du coup, l'aspect érotique du sein prend un sacré coup ici. Donc non seulement il perd ses fonctions maternelles, mais en plus il perd ses fonctions érotiques, comme ce que je vous ai dit ici. Évidemment, on a des reprises anaphoriques, ça veut dire qu'on reprend un même mot, hein, dans la phrase. Et vous voyez que tétin n'est pas nommé que par tétin, mais il est aussi nommé par tétine et tétas. Alors tétas, le suffixe de tétas, as, ça marque quelque chose de très négatif. Et puis tétine, c'est que ça animalise évidemment le tétin, puisque c'est plutôt en lien avec l'animal. En dernier lieu, je voudrais vous faire remarquer, c'est ce que j'ai souligné en rouge, pas surligné mais souligné, qu'on avait des comparaisons ou des métaphores. La première, c'est que c'est une besace, donc ça veut dire que c'est un sac, le tétin. Et puis après, ce qui est terrible et assez désagréable à supporter, hein, c'est que le tétin est renvoyé à la tripe, donc aux viscères, aux entrailles humaines. Mais pire encore, ensuite, on vous compare carrément le tétin le, au cadavre d'une vieille chèvre morte. Autrement dit, au niveau physique, le tétin est fripé, évidemment, mais en plus, on imagine l'odeur qu'il y a derrière, puisque les tripes, ça sent très mauvais. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé des andouillettes, mais c'est fait à base de tripes, c'est quelque chose quand même. Et la chèvre, un cadavre de chèvre, ça ne sent jamais très bon, d'accord? Enfin, le tétin est mis en relation avec le diable, c'est ce que je vous ai entouré en jaune. Donc concrètement, en plus d'être vu de manière hyper négative, le tétin est diabolisé, hein. Le diable te fit si bien laid, comme si le sein était l'œuvre du diable. Et puis on précise à la fin, tétin propre pour en enfer, nourrir l'enfant de Lucifer. Autrement dit, le tétin est comment dire, un, un biais pour nourrir l'enfant du diable. Donc il n'y a rien de très positif dans ce blason, évidemment. Au contraire, ça nous amène vers deux grandes idées. D'abord que le tétin il est rejeté, hein, au premier abord, hein, et puis ensuite que le tétin est un objet de dégoût et qu'il est diabolisé. Donc ça veut dire que éventuellement ça pourrait nous amener à ces deux axes. Voilà pour mes idées. Vous pouvez vous noter, vous ajouter si vous le souhaitez, hein. Donc je vais dézoomer ici pour que vous puissiez vous-même regarder l'ensemble. Si vous voulez ajouter quelques petits éléments dans votre travail personnel. Donc vous pouvez arrêter la capsule, prendre en note, évidemment, revenir en arrière sur ce que je vous ai dit. Je suis désolée pour l'écriture, hein, j'écris avec le bout du doigt, ça n'a rien de très facile. On se retrouve au recto de votre document dans quelques secondes ou quelques minutes selon vos besoins. Voilà, on en arrive à la troisième partie du cours. Vous avez vu un contre-blason, vous avez pu l'étudier grâce à ce que vous connaissez déjà du blason lui-même. Donc on va améliorer notre définition du blason en plaçant la définition du contre-blason aussi. Donc c'est parti pour là-haut. On va revenir ici, on va se faire une petite légende simplement pour le contre-blason. Donc je ne sais pas, vous faites une croix en bleu si vous avez écrit en noir comme moi, ou vous faites une croix en noir si vous avez écrit en bleu, d'accord? Et on écrit contre-blason. Et on va ajouter quelques éléments du coup. Alors le contre-blason, là il n'y a rien à toucher, ça évolue, c'est né en même temps que le blason lui-même. Ça fonctionne dans les mêmes modalités, c'est-à-dire que c'est un jeu littéraire. Et là, donc, du coup, on a une énorme différence, hein. Le but n'est pas de faire l'éloge, hein, mais de faire le blâme. Oula, ça se gâte pour moi en écriture. Faire le blâme.
Donc, quand on fait le blâme de quelque chose, évidemment, on va amplifier, on peut rester dans le registre emphatique, mais du coup, on fait la satire. Hein, c'est le registre satirique. On fait la satire de la partie du corps en question. Voilà. Pour les outils littéraires, vous avez vu qu'on avait pratiquement utilisé les mêmes, évidemment. Et puis, là, pour le contre-blason, évidemment, il est question de la femme, du corps, de la nature. Vous voyez, la nature peut être vue de manière négative. Et donc là, plutôt que la beauté, ben là, on va évidemment évoquer la laideur. Et plutôt que le désir, on va évoquer le dégoût. Hop. Et enfin, parce que c'est toujours la même chose, oui, c'est une forme versifiée, oui, c'est une forme courte. Donc là, vous allez pouvoir vous mettre en bleu, j'ai mis le contre-blason. Et c'est opposé au blason. D'accord? Donc vous pouvez faire un petit signe différent. Voilà, je dézoome pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble sur ma merveilleuse écriture, comme à l'habitude. Voilà. Et le cours est terminé. Vous allez pouvoir basculer sur une seconde capsule que vous pouvez lire les uns les autres, écouter, puisque vous allez voir que je vais vous demander d'approfondir le blason et de découvrir une autre forme du XVIe siècle, qui est le sonnet. A tout de suite dans la capsule suivante.